Good afternoon to you. Thanks for joining us in this midday bilingual newscast on Equinox Television. Julendef Bissaï, good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Double scrutin du 9 février 2020. Les noms des candidats en lice pour les législatives sont d'ores et déjà connus. Il s'agit entre autres de Bernard Djonga, candidat du CRAC dans le Mungo Nord, Abel Elimbi Lobé, candidat du MEC dans le Vouri Centre, Hervé Emmanuel Nkom, candidat du RDPC dans le Vouri Est, Samuel Motte, candidat RDPC dans le Nkam, Cabralibi, candidat du PCRN dans le Nyon et Kélé, Paul-Éric King du MPCN dans le Mungo Sud, Olivier Billet de l'UPF dans le Oignon, Coty François, candidat RDPC dans le Mungo, Serge Espoir Matomba du PURS dans le Vouri Ouest. Parlons à présent de toute autre chose. Il devient difficile de circuler sur la route nationale numéro 3 du fait de l'insécurité qui y règne. Il ne se passe plus une semaine sans que des cas d'agression ne soient enregistrés sur cet axe routier. Joël Niem et Isabelle Carole Zoubet. Qu'il devient de plus en plus dangereux de circuler sur la nationale numéro 3. Les agressions sont de plus en plus récurrentes sur cet axe routier. Isabelle Carole Zoupet et Joël Niem. Les usagers qui empruntent l'accès à Puma sur la nationale numéro 3 sont désormais la cible des sans-foi ni loi. À cet endroit précisément, Kamdem Romeo, conducteur de gros porteurs, raconte sa mésaventure sur cet axe. Un peu fatigué. Bon, j'ai trouvé un camion avec un conteneur garé ici. Moi, il y avait le plateau, j'ai garé, vous voyez l'impact des vitres là. Après 45 minutes de repos, il y a les gars qui sont venus à bord des motos. Ils étaient deux motos, ils étaient au nombre de 4. J'essaie d'envoyer la tête, il me frappe d'avoir la tête avec l'arme. J'essaie de remonter la vitre. Quand j'essaie de remonter la vitre, il tire une fois sur la roue, ma roue avant. Je remonte la vitre, il casse aussi la vitre avec le bout de lame, il demande qu'on descende. Vitres émietées, pneus crevés, carrosserie endommagée sont quelques dégâts constatés à la suite de cette agression. Notons qu'à cet endroit, qui sert de repos pour les gros porteurs, les malfrats non encore identifiés y passent de temps à autre et à des heures indues pour dépouiller les propriétaires de véhicules et leurs convoyeurs. Chaque jour, c'est tous les jours, c'est tout le temps. C'est pas bon. Quand on part jusqu'à ce qu'on revient, c'est seulement grâce à Dieu. C'est tout le temps. Ils ont enlevé mon collègue qui était garé juste à côté de moi et son convoyé pour entrer en brousse, en forêt. On les a dépouillés, prendre de l'argent, prendre tout les nécessaires, prendre le téléphone jusqu'au numéro. Les usagers de cet axe déplorent l'absence d'éclairage public qui invite les pouvoirs publics à multiplier des actions pour traquer ces hors-la-loi. La construction de la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Simalène va coûter 276 milliards de francs CFA. Une convention commerciale a été signée entre le ministre de l'Habitat et l'entreprise chinoise des travaux publics. À cette occasion, ce prestataire a fait le point sur les travaux réalisés entre les quartiers Ahada et l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Élise Bogba et Aïk Cyril. Plus que 10% des travaux et la section rase campagne de l'autoroute Yaoundé-Simalène sera achevée. En dépit des multiples difficultés qui ont freiné les travaux, l'on est désormais près du but. La section rase campagne étant à 90%, c'est très important maintenant qu'on engage la section urbaine. Et nous avons eu le bonheur de voir le Cameroun éligible en avril. Il s'agissait pour nous donc de saisir cette opportunité, signer ce contrat commercial avec l'entreprise qui est déjà mobilisée, installée sur le terrain et qui est à la phase, je dirais, finale de la section rase campagne pour qu'il n'y ait pas de pause, mais qu'il y ait l'accélération du chantier pour finir la section urbaine. La section urbaine, dont le début des travaux est imminent, couvre une distance de 12,30 km. Elle va du quartier Ahala, dans le 3e arrondissement de Yaoundé, jusqu'au carrefour sous-préfecture Chinga.
À ce jour, toutes les études préalables sont quasiment bouclées. C'est que les études ont été menées par un bureau international. Ces études sont disponibles. L'étude d'impact environnemental déjà disponible. Les études APS disponibles. Et nous avons eu le bonheur d'être éligibles par le gouvernement chinois du fait de l'accord entre le chef de l'État camerounais avec son homologue chinois. Il s'était accordé à parachever cette autoroute avec la section urbaine. La signature du contrat commercial entre le Cameroun et l'entreprise chinoise balise le chemin en vue de la mobilisation des financements et du démarrage effectif des travaux. Nous remercions Madame la Ministre de pouvoir signer ce contrat parce qu'avec ce contrat commercial, on a fait un démarrage important pour la mise à disposition du financement. En dehors de la voie proprement dite, la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène comporte 10 passerelles et 11 échangeurs. Elle va traverser plusieurs points sensibles de la capitale, tels que la poste centrale, le rond-point Hilton, le carrefour Warda et autres nouvelles routes Bastos. Le projet va coûter la bagatelle de 276 milliards de francs CFA, hors taxes et frais d'expropriation. À la fin des travaux dans 5 ans, si le délai est respecté, 15 minutes suffiront pour aller à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, au centre-ville de Yaoundé. La commune de Tombelle vient d'adopter son budget pour l'année 2020 d'une valeur d'1,74 milliard de francs CFA. Les défis sont énormes dans cette localité qui a accueilli un important nombre de déplacés de la crise anglophone. Jacquino Moulon, Gladys Sidi. La localité de Tombelle, dans le coupé Manengumba, est plongée dans un profond enclavement depuis plusieurs années. Les riverains sont soumis à une équation difficile à résoudre lorsqu'il s'agit d'acheminer leurs récoltes vers les grandes villes. Cet état d'enclavement fait partie des multiples problèmes évoqués durant la session d'adoption du budget de la commune pour l'année 2020. Il s'élève à 1,74 milliard. Nous avons besoin de l'aide de l'État, nous avons besoin de beaucoup de choses. Petit à petit, nous sommes en train de perdre. Depuis bientôt 3 ans, beaucoup de nos projets rentrent. Tout le monde a peur de venir travailler chez nous. Je m'agenouille vraiment devant mes petits frères, mes enfants, pour leur demander qu'il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils viennent. On a besoin d'eux pour qu'ensemble nous essayons de construire notre ville. Je crois que de par le budget qui a été voté, qui est à 1,74 milliard et qui est en croissance par rapport au budget de l'exercice 2019, nous pouvons dire que le meilleur reste à venir pour cette municipalité. Vous savez que la mairie est le principal agent de développement, à côté de l'État bien évidemment. Et nous espérons que ce budget va permettre l'amélioration des conditions de vie des populations de Tombelle. De nombreux projets en cours de réalisation ont été abandonnés au cours de l'année 2019. Il est donc question de rectifier le tir l'année prochaine en mettant un accent sur l'encadrement des déplacés de la crise anglophone. On pense qu'avec les propositions qu'on a eues dans le dialogue et qu'on dit qu'on va nous donner, le sud-ouest et le nord-ouest, qu'on va nous donner un statut spécial. Je pense qu'avec ce statut spécial, ça va donner beaucoup d'autonomie à la population, à la commune, donc pour réaliser beaucoup de projets et amener la paix. Situé dans le coupé Manengumba, Tombelle a accueilli ces dernières années de nombreux déplacés de la crise anglophone. Il est désormais question pour les autorités de trouver des stratégies afin de leur garantir de meilleures conditions de vie. Comment renforcer les capacités des jeunes pour combattre la montée des discours haineux et contribuer à un retour à la paix dans les régions en crise? La question était au cœur d'un atelier tenu à Bafoussam dans la région de l'Ouest et auquel a pris part l'ambassadeur de France au Cameroun, Leclerc Tchaken. C'est un projet financé à hauteur de 25 millions de francs CFA par le gouvernement français qui vise à contrecarrer la propagation des messages de haine sur les réseaux sociaux, ses effets néfastes au Cameroun et valoriser le retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, toujours en proie à la crise anglophone. L'idée, c'est de faire en sorte que la guerre ne soit pas une fatalité.
Pour l'instant, il y a un cycle de violence qui s'est installé, qui fait l'affaire de beaucoup de monde. On le voit à travers les meurtres, à travers les enlèvements, à travers l'activité économique qui s'est très fortement ressentie, à travers les blocages. Et ce que veut la France, c'est rappeler que la guerre n'est pas une fatalité, qu'il faut revenir à la paix. Et parmi les populations les plus affectées figurent bien entendu les jeunes, ces gens qui sont obligés de fuir la région, qui ont vu leurs proches assassinés, blessés, qui ont perdu leur travail. Et ce qu'on veut, c'est rappeler que la situation normale, c'est la paix, c'est pas la guerre. Et c'est pour ça que l'on souhaite que ces jeunes, qui sont des messagers irremplaçables, puissent convaincre, rappeler, insister sur l'importance d'un retour à la paix et des avantages de la paix. Une économie criminelle s'est installée dans ces régions. Dans le chaudron de cette crise qui perdure et dont les dégâts s'alourdissent un peu plus chaque jour, le gouvernement français, à travers son ambassade au Cameroun, apporte ainsi son appui dans la recherche des solutions. Ceci via des campagnes de sensibilisation comme celui dont le lancement vient d'avoir lieu ici même à Bafoussam. Que ces régions retrouvent la sécurité, la stabilité, et nous contribuerons au redressement, à la reconstruction, en partenariat avec tous les acteurs bilatéraux et multilatéraux. C'est le sens de ce que nous avons dit hier à la réunion chez le Premier ministre à Yaoundé, en indiquant que nous étions totalement disponibles et disposés à la reconstruction, mais il faut effectivement que la sécurité, la stabilité reviennent, et nous ferons cela. Lorsque le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, est venu ici il y a un mois, il a également indiqué que nous allions contribuer au développement de la région, à la reconstruction. Le séjour de Christophe Guilou dans la région du Soleil couchant a été le prétexte pour ce diplomate de visiter quelques chantiers en cours, principalement des chantiers routiers et des infrastructures d'approvisionnement en eau potable, fruit de la coopération franco-camerounaise. La Journée internationale des droits de l'homme s'est célébrée hier mardi 10 décembre, occasion de rappeler les dénonciations faites par la Commission nationale des droits de l'homme sur la violation des principes de la démocratie. Ces dénonciations plus que jamais d'actualité au regard des prochaines échéances électorales. Plus de détails avec Aïk Cyril. Avec la publication de la liste des candidats aux municipales et législatives du 9 février prochain, la vie politique au Cameroun marque un tournant décisif. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qui avait déjà identifié les crises électorales comme l'un des facteurs de violation des droits de l'homme au Cameroun, soulignait la nécessité d'adopter des règles consensuelles devant régir le processus électoral. L'adoption des règles consensuelles garantissant davantage l'indépendance et l'efficacité opérationnelle des organes en charge de l'organisation et de la supervision des élections au Cameroun et l'ECAM et de la proclamation des résultats, notamment le Conseil constitutionnel, l'élection présidentielle à 2 tours, afin de renforcer la légitimité du chef de l'État et de mieux structurer le paysage politique du Cameroun autour des acteurs politiques majeurs. Dans son rapport 2018, la CNDHL dénonçait la violation de l'un des principes qui fondent la démocratie, à savoir le droit de manifester. Une dénonciation plus que jamais d'actualité au regard des échéances électorales à venir. Le rapport parle de la tendance à systématiquement refuser que des gens manifestent. Et vous savez que quand on parle de droits de l'homme, ça s'analyse aussi dans un environnement. Il y a des choses que si utilement les autorités peuvent vous laisser faire aujourd'hui, c'est pas sûr que demain dans un autre contexte, elles vous laisseront faire. La célébration de la Journée internationale des droits de l'homme ce 10 décembre sonne comme une invite à défendre la dignité humaine, à garantir l'égalité et les droits des citoyens en rapport avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise. Avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to our viewers. Good day. Human rights defender Gabi Ambo in Bamenda, northwest region of the country, says impunity is alarming and masterminded by belligerents of the Anglophone crisis in the 2 English-speaking regions of the country. He terms this as condemnable and unpardonable, and thus no one has the right to take another person's life. Take a listen to him as we were speaking to Mbo Stella, our Northwest Regional correspondent.
Human rights violations have definitely been carried through by various actors, and most especially, the government officials making special reference here to the military, and to a lesser extent, the non-state actors who actually erroneously, mistakenly doing the wrong things, what definitely is not what they supposedly intend to do. Because the level at which we are living the reign of impunity in our communities is actually alarming, and it is calling for attention. And I suppose that even the international community, in trying to impact its own actions on ground, has definitely not got that much as they would have loved to, because there is that complicity, I want to put it, that the government is giving its own narrative, and that seems to be swaying the people away. This is condemnable, and it's unpardonable that no matter what the circumstance, no matter who is involved in what act, that you're taking away a life. You can't even contribute in making life worth it, and so we don't have any right to take up the life of some other person, no matter what cause is it you're standing for. Pascal Ngwai was a devoted and committed humanitarian actor on field, trying to collect data, not to meet up with our findings on field, so we can actually show the picture as it's supposed to be shown, rather than what is being given from the government. But unfortunately, he lost his life, and that is why I'm using this platform to go to begin an action which will enable us to go to get effective reporting on ground with the violations that we come across. We're working towards putting in place a platform that will enable us to go to act like one voice on all categories of violations, from arbitrary arrest, from illegal detention, extrajudicial killings, and you can name them in that order. The raising of homes and disappearances and all of those things, we definitely will not see them wink or blink. We are definitely going to begin to find out all of these details and submitting reports at every periodical moment when they do happen, so that the world should come alive with respect to the violations that are actually happening in Cameroon. Reverend Father Tata Mbuye, in a similar reaction that was within the 2020 commemoration of the Universal Declaration of Human Rights, says the church will continue preaching respect of human rights. He equally condemned the ongoing killings in the two English-speaking regions of the country, noting that no one should claim another one's life. Take a listen. Cardinal Angelo Roncalli, who was then the nuncio in Paris, in France, who drafted the what we have today as the United Nations Universal Declaration of Human Rights. So when you talk human rights, it's very close to the church. Why? Because for the church, each and every one of us is created in the image and likeness of God, equal. And because that is the basis of our equality, the basis of our dignity, the basis of our human rights. There are two types of rights. They are what you call inalienable rights. Rights which I don't need you to give me, they are mine. And you have no right to intervene on them. My right to life, for example. My right to live a decent life. My right to think freely. And my right to be who I am and to belong to a country. That's an inalienable right. You can't deprive me of such rights. Then there are rights which are achieved, and which are achieved constitutionally or by where I belong, etc., which are given by what you do and by some other person. Now, often we misinterpret and we transgress even on both inalienable and ungiven rights. You have no right. Nobody has a right to take away the inalienable right of another one. You cannot decide that I will not breathe air. You cannot decide that I will not be alive. You cannot decide that I will not have water. These are not for you, anybody, whoever the person is, to decide. And so on a day of human rights like this, we look at our own country, we look at our region, and we see within the context of the present armed conflict, the abuse of human rights has been colossal. Honestly speaking, nothing like this has ever happened before. And we should be ashamed that we are moving around talking and we have finished killed people, we've tortured people, and some are still being tortured and killed. We should be ashamed of ourselves. You realize that you are as human as I am. And there's no person who is more human than other people, no person whose own personality is better than another, who is more of a person than other people. We take you to Kwataten in Banga in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon to talk about the landlord who has finally regained his freedom and resumed his commercial motorbike riding activity after he was locked up in his own house for 2 days by his tenant. He picked up a quarrel with the tenant for not settling
his rent. Details with Gabriel. From a distance view, an observer will think the man at the window is having fresh air through his window. But going closer, it's clear he has been locked up inside and cannot go out through his door in front or behind. He was told to leave the house, and since he has refused to leave, they quarrel every day, and he says it is at his own convenience that he will leave the house. But before leaving, he promised to bury the landlord alive. The man, we were told, is a landlord who has been having problems of unpaid rent with his tenant. Their latest dispute saw the tenant promising to cut his landlord with a machete that forced him to enter his home for safety. Unfortunately, he was locked up by the said tenant. After staying for 48 hours, unable to leave his house, inhabitants of Quarter 10 reported the case to the gendarmerie, who came to the scene and gave orders for the door to be opened. Without the tenant, who is on the run, youths of the quarter say he will be punished. It's not a good act, but we are going to take some measures to sanction the said tenant as youths of the quarter. Very young man, but how we know they now? We boys and for quarter. When he come back, we'll see what for do we first. After his release this Tuesday, the landlord, who is a bike rider, immediately left to carry out his activity, which he has been missing for the past 2 days. Elements of the security forces in Banga have opened investigation to track down the runaway tenant. He don't tell na don't lock his house, so they don't carry his own key go bush. But never that day say they inside prison. About I try look out save you. The divisional officer for Bodmakak subdivision in the Nyongankele division of the central region of the country is pointing accusing finger at the mayor to be responsible for the frustrations that the population are facing in terms of lack of electricity and potable water. The frustrated population are with fruitful campaign messages from politicians of the upcoming twin elections. Details in the following report. Inhabitants in Bodmakak in the Nyongankele division of the central region, out of frustration, say they await campaigners for the legislative and municipal elections to promise them developmental projects which will free them from underdevelopment ills. A point of view supported by the divisional officer, Pose Francis Alex. C'est le problème de mauvais management, dont les grands réservoirs sont même mieux logés à la résidence des sous-préfets, ne sont pas fonctionnels jusqu'à présent. The nightmares are brought about by lack of electricity, not only in houses, but also in administrative institutions, including the Bodmakak Integrated Health Center that has been abandoned. Equipments are idling because of electricity issue, and very few patients visit the hospital, whose health personnel are gotten from neighboring villages to assist the medical doctor. Water is also lacking in the health center, with everywhere nasty. The water crisis affects the entire municipality, with the population relying on a lone borehole. Inhabitants line up their buckets and containers or queue up for hours to pump out the water. Ce n'est que la seule pompe qui est ici là. En dehors de ça, rien. On veut de l'eau. Les fourrages nous manquent. Children after school spend rest of their time scrambling for the precious liquids than studying. À partir de 14 heures, et après même à 21 heures. Pour puiser de l'eau ici, il faut
venir de police municipale le matin, très tôt le matin. From the exasperated look on the face of the divisional officer, it is clear he too is affected. Je ne sais pas exactement, il faut peut-être rapprocher le maire. Qu'est-ce qui fait en sorte que le projet géant. He wishes the people organize themselves to realize projects to better their living standards. Il y a tout un mutisme tout autour de ça. To the inhabitants, half bread is better than none, as they await nothing else but fruitful campaign promises from politicians in the days ahead. Traveling along the National Road number 3 linking Douala and Yaoundé has become a nightmare to most Cameroonians due to rising insecurity. The stretch of road is used by armed men as their harvest field, as reported by Informe Armstrong Sander. Growing insecurity has become a major problem to users of the Ede-Apoma stretch on the National Road number 3. On this spot, a driver, Camden Romeo, recalls how he fell into the dragnet of men of the underworld. After driving for over a long distance, I was tired and decided to park here and rest. I met another truck on the spot, but after just about 40 minutes of rest, I saw some 4 armed men on 2 motorbikes. They came faster and closer to me, and while I struggled to lock the door of my vehicle, one of them hit my head with the back of his gun. As I struggled further to fasten the door, they shattered my screens and shot twice, puncturing my front tires. His screens were left shattered, tires down and the vehicle deformed. This spot that serves as rest zone for drivers has become a place to operate for men of the underworld who appear well armed at ungodly hours. The attacks are daily. We only thank God each time we go and come back safely. My colleague and assistant driver were taken into the bush and robbed of every valuable at gunpoint the other day. Users of this stretch blame the absence of street lights for the growing presence of armed men of the underworld. And that's it for this 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. Do join us at 4 p.m. On se voit à 16h, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention.